Anne-Fleur. Madame Anne-Fleur. Tu dis bonjour Madame Anne-Fleur. Bonjour. Il y a beaucoup de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Donc, ils savent, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde. Vers la fin de l'année ou en mars, ils font une grande, comme une foire où les parents sont invités et donc il y a différentes stations et ils découvrent un pays et ils font une activité justement pour réaliser que le français n'est pas que la Tour Eiffel à Paris, mais que c'est une langue qui est parlée dans le monde entier, je crois que c'est la 5e langue la plus parlée. Ouais, franchement, moi je le recommande, mais peut-être que je suis pas très objective. Non, j'irais, venez à Milton. Installez-vous à Milton. C'est la rentrée. Qu'il s'agisse d'un retour à l'école ou de la toute première fois sur les bancs pour apprendre, la rentrée est synonyme de renouveau, de découverte et parfois aussi de saut dans l'inconnu. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les expats et émigrés qui s'installent à l'étranger de manière temporaire ou permanente et qui s'interrogent. Comment permettre à leurs enfants d'apprendre la langue locale tout en maîtrisant le français ? Ou encore qui aimeraient que leurs enfants nés à l'étranger apprennent la langue de Molière ? Mais aussi et plus simplement qui s'interrogent sur quel est le meilleur choix pour leurs enfants et surtout quelles sont les options disponibles. Dans ce tout premier épisode, je vous emmène du côté de Milton, dans le Massachusetts. Il s'agit d'une petite ville de moins de 30 000 habitants située dans la grande banlieue sud de Boston. Pour la petite histoire, Milton, c'est aussi la ville de naissance de George Bush père. J'ai choisi de me rendre dans cette ville cossue de Nouvelle-Angleterre pour découvrir le programme d'immersion en langue française de la Milton Public School, l'école publique locale. Un programme d'immersion complète, allant du CP, ou first grade, à la fin du lycée, et complètement gratuit. J'ai rendez-vous avec Zeina Hamada, la directrice du département de World Languages du district. Hi. Merci beaucoup. Okay, bonjour. Joanne, Anne-Fleur. Especially if you're with me. No, that's fine. As long as you. Yes, okay. Thank you. Okay. Au revoir. Bonjour. Une fois avoir effectué les formalités d'usage afin d'accéder à l'intérieur de l'école, me voilà à arpenter les couloirs de ce campus immense accompagnée de Zeina. Il est 9h du matin et comme vous l'entendez, les cours ont déjà commencé. Le programme d'immersion en français de la Milton Public School a été fondé en 1987 par Gracie Burke. Elle fut la toute première directrice du département et elle occupait donc le rôle de Zeina, qui m'accueille aujourd'hui. Ensemble, avec Agnès Alberola, une des toutes premières enseignantes du programme, elles ont ouvert la toute première classe de first grade, de CP donc, en immersion français dans l'une des 4 écoles primaires du district, celle de Cunningham où je me trouve justement aujourd'hui. L'idée à l'époque était en quelque sorte de redorer le blason de cette petite ville et donc d'attirer les familles locales vers le système scolaire public. Des familles qui avaient à l'époque tendance à se rabattre sur le privé quand elles pouvaient se le permettre. Ta collègue, elle est partie là complètement ? Non. Oui. Bon, merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir. Ça y est, nous voilà dans le bureau de Zeina Hamada. Le département de World Languages de l'école offre aussi le latin et l'espagnol, mais pas de manière immersive. Et Zeina, elle a commencé sa carrière comme professeure, tout d'abord au Liban, puis ici à Milton, toujours dans des environnements bilingues. Elle est ensuite devenue principale adjointe de cette école pour enfin être nommée directrice du département de World Languages au niveau du district de Milton au tout début de la pandémie. Une année de prise de fonction dont elle se souviendra longtemps. Je m'appelle Zeina Hamada, je suis la directrice des langues étrangères à Milton, grade 1 à 12. Donc, l'immersion française. C'est très bien de commencer comme prof pour savoir comment ça fonctionne vraiment et ne pas venir en administratrice sans avoir vraiment fait le parcours des classes. J'étais assistant principal ici à Collicott. Donc, c'était la première fois qu'ils avaient un administrateur de l'immersion. Et puis, oui, j'ai pris ce rôle d'administrateur de Foreign Languages, langue étrangère pour le district, qui est très différent de l'élémentaire, mais très intéressant par contre, bien sûr, ouais.
Parfois, je rentre dans les classes et parfois, j'aide les profs quand je peux, pas quand ils me prennent pour les AP et pour, tu sais, les réunions administratives. Il y en a plein. Mais j'aime bien aussi aider les profs à faire, par exemple, les tests de lecture. On fait 3 par an, donc j'aide quand je peux. Zeyna m'a accueillie avec Marianne Le Bigot. Marianne est parent de 2 enfants qui font partie eux-mêmes du programme. Elle est également reading specialist en français à l'école. Ça veut dire maîtresse de lecture. Bonjour, je m'appelle Marianne Le Bigot. Je suis mère de 2 enfants dans le programme d'immersion Hamilton. Mon aîné est en 4e année et mon deuxième va commencer l'année prochaine en première année en français. Je suis aussi maîtresse dans les écoles. Je suis spécialiste de lecture, donc je soutiens l'apprentissage de la lecture en français pour les premières et deuxième années. Donc j'interviens dans les classes, donc chaque classe de première et deuxième année, soit des leçons avec la classe entière pour apprendre les sons, etc. Soit je prends aussi des petits groupes pour leur donner du soutien pour la lecture. Zeyna m'explique que le schéma classique, ce sont des familles qui sont déjà établies à Milton dans la ville et qui envoient leurs enfants en kindergarten, l'équivalent de la grande section maternelle. Au cours de cette année de tronc commun à tous les élèves du district, les familles sont invitées à formuler un choix parmi plusieurs parcours. Le parcours d'immersion en français, le parcours renforçant les sciences, etc. Puis le district fait de son mieux pour que les choix soient respectés en fonction de la place à l'aide d'un système de loterie. Donc, on a un nombre spécifique de classes pour le français. Premièrement, le budget joue un rôle important, mais on n'a pas assez de profs aussi. Parce que les profs à l'élémentaire doivent être certifiés en élémentaire et en français. Donc, 2 certifications, non pas seulement une. Et en parlant d'institutrice, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Emmanuelle Segal, ou Madame Segal. Elle m'a raconté l'histoire du programme. Elle est professeure en first grade, en CP donc, depuis plus de 20 ans. Bonjour tout le monde, je suis Madame Segal. Je travaille à l'école Cunningham et je travaille avec des enfants en première année. C'est une classe d'immersion où on essaie de parler seulement en français. Vous avez combien d'élèves? Cette année, j'en ai 27. Et vous travaillez à l'école depuis longtemps? Oui, environ 20 ans. D'accord. Et toujours en première année, donc je connais la première année. Le CP en France, ouais, et ils sont très mignons. Ouais. Et ils font beaucoup d'efforts pour parler en français. Ouais. Et du coup, si ça fait 20 ans que vous faites les CP, vous savez ce qu'ils sont devenus, je sais pas, vos CP? Oui, quelquefois on a des nouvelles et en fait c'est très sympa parce que quelquefois ce sont les parents qui nous disent ah bah oui en fait voilà ça a été génial parce que notre enfant a pu étudier au Canada, il est allé à Québec et il parlait français et tout le monde était impressionné. Ou ça peut être un étudiant qui va dans l'armée et qui se retrouve dans un pays étranger. Et il se trouve qu'il est le seul à parler français et il est celui qui va pouvoir faire l'interprète avec les personnes dans le pays ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des histoires sympas. Un programme qui est donc plutôt demandé, avec cette année un peu plus de 100 élèves, rien qu'en first grade, à travers tout le district de la ville de Milton. Les raisons en sont nombreuses. La qualité et la réputation de l'enseignement y sont pour beaucoup, mais aussi le budget. Je pense que ça fluctue d'année en année. Je sais que mon mari et moi, on a emménagé à Hamilton pour le programme de français. Il y a certaines familles que l'on connaît où un des parents ou les 2 parents sont français. Et s'ils savent qu'ils vont être dans la région de Boston, généralement essayent de trouver quelque chose à Milton pour pouvoir... Parce qu'il faut être dans le système de Milton pour pouvoir faire partie de l'immersion. Donc l'enfant doit être en kindergarten, déjà inscrit à l'école pour pouvoir rentrer dans le programme. Je voulais juste ajouter que pour rentrer dans le programme d'immersion, on ne doit pas vraiment commencer en première année. On peut venir n'importe quand et on donnera à ces élèves ce qu'on appelle un test de placement, un placement test, et puis on le placera dans la classe où il doit être. Bien sûr, s'ils sont francophones, c'est plus facile, mais bien sûr, on donnera le placement test juste pour être sûr que ces enfants pourront vraiment apprendre aisément dans la classe et n'auront pas de difficultés parce que le français, c'est la langue d'instruction. Bonjour, tout le monde dit bonjour. Bonjour. Alors, je dois avoir un peu de place. Merci. Alors, les mots de la semaine. On fait un nouveau chapitre, du nouveau vocabulaire. C'est parti. Ça
S'habiller. Je vais lire la phrase toute seule. Quand tu t'habilles, tu mets tes vêtements. Et on voit, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui s'habille. Les habits, c'est pas important si c'est un garçon. Un billet. Alors vous avez entendu, mais à la première, on n'a pas dit un billet. Le ET fait le son et un billet. Au cours de mes entretiens avec les différentes écoles incluses dans cette série de podcasts, j'ai été surprise de voir que le relais francophone à la maison est parfois un critère fondamental d'admission et que dans d'autres cas, comme ici, il n'est absolument pas important. Bien au contraire. Non, c'est ouvert à tout le monde. La plupart des familles, les deux parents ne parlent pas français. Donc c'est vraiment, on l'enseigne à l'école. Ça leur fait peur parfois, oui, n'est-ce pas? Mais pas aussi la pandémie. Avec la pandémie, on a fait beaucoup de classes virtuelles pendant la pandémie. Donc ça fait un peu peur aux parents parce qu'ils ne pouvaient pas aider leurs enfants et trucs. Mais on revient à la base, donc on revient plus fort. Même si les parents ne parlent pas la langue, c'est un choix de donner cet avantage à leur enfant à un âge jeune. La plupart veulent juste, même si eux ne peuvent pas parler en français, ils veulent que leurs enfants puissent apprendre la langue et développer ce côté de leur cerveau qui est tellement important à un âge jeune. Donc, il y a un groupe d'élèves et les parents sont toujours stupéfiés de voir tous ces enfants parler une langue qu'ils ne parlent pas. Enfin, Marianne la parle, mais les autres, et ils vont au Canada en voyage et trucs comme ça. Et c'est leurs enfants qui mènent les visites, les conversations au resto, les menus. Ils sont super fascinés. On reçoit beaucoup de courriels qui nous disent « Merci beaucoup pour ce que vous faites. Mon enfant a très bien commandé au restaurant, il a parlé à l'immigration et trucs comme ça. » Donc, c'était vraiment fascinant. On a plein d'emails comme ça. Enfin, la plus grande success story qu'on a, c'est qu'il y a certains élèves, certains qui étaient de nos profs, qui étaient des élèves en immersion ici. Donc, ils sont partis, ils sont allés à Boston College, ils ont fait le français, par exemple, ils sont revenus comme profs ici. Ils ont fait des stages en France, en Suisse, etc. Ils sont revenus ici pour enseigner le français. C'est des élèves d'immersion qui ont eu certains profs qui enseignent toujours en immersion comme profs au high school. Donc, qui reviennent en tant que prof à l'élémentaire. Lisa était une élève de l'immersion qui est devenue prof. Salut. Bonjour. Un petit tour avec Madame Anne-Fleur. Je lui ai dit qu'on a beaucoup de nos élèves anciens qui sont devenus profs. Ouais. Vous étiez Full élève circle, ouais. Oui, j'étais à Cunningham quand j'étais petite. Et donc, j'avais beaucoup de profs qui sont encore profs ici. Donc, ouais, c'est très cool. Mais ça m'aide aussi d'être une bonne prof. Je ne sais pas si je suis une bonne prof, mais, mais ça m'aide. D'être passé par là où vos élèves sont passés, quoi. Ouais, exactement. Bon, et concrètement alors, comment ça marche de manière très pratique pour les élèves ? En première et deuxième année, c'est immersion totale, donc toute la journée est en français. Mais le reste de leur journée, quand ils rentrent à la maison, est en anglais. Quand ils jouent avec leurs amis, leur famille, etc., c'est en anglais. Donc ça, c'est comme ça qu'ils préservent leur langue maternelle d'anglais. Le principe est donc de proposer une immersion totale dès le CP en français uniquement, mais à partir du programme local, celui du Massachusetts, qui a été traduit en français. Puis, dès la 3e année d'école primaire, soit l'équivalent du CE2, et à cause du test standardisé de l'État du Massachusetts, le MCAS, le programme doit commencer à incorporer de l'anglais. Le MCAS, c'est un examen standardisé de l'État du Massachusetts. Ça veut dire Massachusetts Comprehensive Assessment System. Il s'agit d'un examen obligatoire, un peu comme les évaluations nationales d'entrée en 6e en France. Comme il n'y a pas d'éducation nationale aux États-Unis, chaque État a son propre examen sur plusieurs niveaux afin d'évaluer le niveau des écoles, des élèves et de détecter celles et ceux qui auraient besoin d'un peu plus de soutien. Et ensuite, en 3e et 4e année, c'est 50%. 50% en français, 50% en anglais. Ils ont ce qu'on appelle French Language Arts. Donc, le français, ils font les sciences sociales et sciences en français. Et les maths et l'anglais sont en anglais, bien sûr. Et en 5e année, ça devient 30% de français et 70% d'anglais parce que les sciences basculent en anglais en 5e année. Ils passent au middle school, ils font 2 périodes de français. Ils font ce qu'on appelle humanities, donc ce qui est
culture. C'était géographie avant, puis on a changé ça un peu pour faire comme plutôt sciences sociales, culturelles. Et ils font French Language Arts, donc français, langue, grammaire, texte, compréhension, etc. Ils font ça pendant 3 ans, puis ils vont en high school et continuent l'immersion en French Immersion 4. Et puis ils font 5, et puis ils font le 6, 7, le DELF, s'ils veulent le faire. Et on a AP français. Aïe, 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 ça en fait des acronymes et des noms à définir. Alors, le middle school, c'est l'équivalent du collège en français, et le high school, du lycée. Le middle school, c'est juste 3 ans, et le lycée, c'est 4 ans. Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Il est très souvent nécessaire afin d'étudier en France. Et enfin, AP français ou AP French signifie Advanced Placement. Il s'agit de cours de niveau avancé d'université dès le lycée. Mais au high school, ils peuvent prendre un cours de langue. Et si leur horaire le permet, ils peuvent prendre un autre cours. Mais pas de français, honnêtement, parce que si on est en français 5 immersion, on ne peut pas prendre français 6 immersion en même temps. Mais ils peuvent prendre le latin ou un cours d'espagnol. Ouais. Marianne Le Bigot est spécialiste de lecture, mais également parent d'élèves, comme je vous le disais. Qu'est-ce qui l'a poussée, elle-même, à mettre ses enfants dans ce programme ? Mes enfants sont nés ici, donc moi, je leur parle toujours en français. Donc, ils ont toujours compris le français. Mais il y a un moment où ils m'ont commencé à me répondre en anglais, notamment quand ils ont commencé la garderie, la maternelle, où tous leurs amis parlaient en anglais. Et j'ai vraiment vu la différence avec mon enfant. Quand il était à l'école, en immersion française, il répondait de plus en plus en français. Quand j'ai fait mes études d'éducation, j'ai fait mon stage à Holliston, qui est l'autre programme dans le Massachusetts, qui a un programme d'immersion française. Donc, je connaissais déjà le programme d'immersion. Et quand on a décidé de fonder notre famille, de s'installer, on a choisi Milton parce que c'était plus près de Boston. On voulait être un peu plus près de la ville. Et pour nous, c'était important que nos enfants soient dans une école publique. Donc, je sais qu'il y a d'autres écoles à Boston, le lycée international, etc. Mais ce sont des écoles privées. Nous, on voulait vraiment qu'ils soient dans des écoles publiques avec cet avantage de la langue. Bonjour, madame. Ça va très bien. Les leçons de bibliothèque, ce qui est super, c'est que lui, si c'est une classe d'immersion, il va leur lire les livres en français. C'est une classe en anglais. Et la diversité. Zeina me parle des French Humanities comme d'une matière qui permet de transmettre la langue et la culture. Le français est parlé dans 29 pays dans le monde. Alors comment est-ce que le programme d'immersion en français incorpore-t-il la francophonie dans ses apprentissages ? Moi, je le vois avec les profs qu'on a. On a des profs de partout, honnêtement. Libanais, comme moi, on a notre district sub qui est libanaise. On a des Marocains, des Algériens, des Américains, des Français de partout, donc des Canadiens. Donc, ces profs n'ont pas peut-être vécu en France, ils connaissent leur français très bien, mais ils apportent avec eux leur culture. Il y a beaucoup de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Donc, ils savent. On a un prof de l'Irak qui fait la 3e et la 4e année. Donc, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde. Aussi, on fait la francophonie au mois de mars et les profs font un effort super à représenter tous les pays francophones. Ils représentent un pays de l'Afrique francophone, des pays de l'Europe, enfin. Vers la fin de l'année ou en mars, ça a été un peu plus compliqué depuis la pandémie, mais ils font une grande, comme une foire où les parents sont invités et donc il y a différentes stations et ils découvrent un pays et ils font une activité justement pour réaliser que le français n'est pas que la Tour Eiffel à Paris, mais que c'est une langue qui est parlée dans le monde entier, je crois que c'est la 5e langue la plus parlée. Et donc, justement, vraiment, et dès première année, même les lectures que l'on fait, on essaie vraiment de diversifier, de montrer un enfant sénégalais dans une histoire, etc. Et on essaye aussi de montrer différents accents, donc l'accent canadien, l'accent de différentes cultures, pour que leur oreille soit habituée à ça.
Et vous en pensez quoi ? Marianne, Emmanuel et Zaina ont quelques conseils pour vous aider à choisir l'environnement qui correspondra le mieux à votre famille et à votre enfant. Si je dois parler du district de Milton et de ce programme, moi je dis qu'il est absolument génial. Mes enfants ont fait le programme. Bon, je parle en français à la maison, je suis maîtresse, je connais le programme, mais quand même, ça a permis à mes enfants de parler français parce qu'on est quand même dans un environnement anglophone et c'est quand même difficile pour eux de s'exprimer en dehors de l'école en français. Et là, ça leur a permis pas seulement de parler, mais aussi d'écrire en français, de lire en français. C'est pas juste le côté oral, mais c'est vraiment un enseignement en français. Et puis pour ceux qui n'ont pas de parents qui parlent français, je pense que c'est quand même aussi une ouverture d'esprit, quoi. Je veux dire, apprendre une langue à 6 ans, c'est quand même quelque chose de formidable. Je pense que ça dépend vraiment de l'objectif de la famille. Donc, je sais, ma cousine française est venue aux États-Unis et pour eux, c'était important d'immerser leurs enfants dans la langue et la culture américaine. Donc, eux ont choisi l'école publique de leur quartier et eux, ils continuaient à leur apprendre et utiliser le français à la maison, mais ils voulaient vraiment pousser l'anglais. Il y a d'autres familles qui savent que peut-être ils vont retourner en France après, ou ils veulent que le français reste la langue primordiale. Et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt un programme d'immersion ou une école internationale. Je pense que ça dépend aussi peut-être de l'âge des enfants. Notamment, si on veut que les enfants reviennent faire des études en France, il faut qu'ils puissent passer le baccalauréat, etc. Je pense un conseil, ça serait de savoir que ça met du temps. Donc, on ne peut pas arriver en août et s'attendre à trouver le programme français parfait pour leurs enfants qui commencera en septembre. Donc, c'est par exemple à Hamilton, il faut normalement avoir fait l'année de kindergarten à Hamilton. Il y a certaines exceptions, bien sûr, mais c'est savoir que ça met du temps, c'est pas automatique. Et je pensez à quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif est vraiment de garder le français comme langue d'instruction? Ou ça reste la langue de la famille qui est conservée de cette façon? Ou est-ce que l'objectif, est, notamment des familles qui viennent aux États-Unis, est-ce que l'objectif est d'apprendre l'anglais et la culture américaine? Et là, ça serait plutôt une école publique américaine, je pense. Quand on identifie notre première langue, le français, immédiatement le système commence à parler de ESL, English as a Second Language. Donc, ces enfants être offerts un service d'anglais en classe de français. Donc ça, c'est la loi, partout. Donc quand les parents viennent et identifient leur langue, leur première langue, non pas l'anglais, comme le chinois, le français, n'importe quoi. Donc il y a bien sûr un service ESL qui se fait. Donc ils peuvent dire non, on ne le veut pas ou oui, on le voudrait. Et alors il y a un programme qui s'établit pour cet élève. Il y a quelqu'un qui viendra le prendre de la classe, lui faire une demi-heure d'anglais, lui faire un test qui s'appelle, je ne sais plus exactement c'est quoi, Access Test, oui, pardon, merci. Et puis, il a le service d'anglais pendant ses classes de français. Donc, ils font l'anglais quand même s'ils choisissent de le faire. Ils peuvent dire non. Si ces familles arrivent, ils n'ont pas des élèves qui vont commencer en grade 1, mais ils vont commencer en grade 5. Ou grade 6 ou grade 7. On fait un placement test, donc c'est possible de rentrer dans le programme, même si on n'est pas à grade 1, donc c'est pas une entrée seulement. Donc on a facilité les choses un peu parce que nos nombres avaient augmenté tellement au début qu'on avait 27, 28 élèves en classe. Maintenant, on a un peu plus de classes, un peu plus de possibilités d'accepter des élèves qui viennent plus tard dans leur éducation en 3e année. On fait un placement test pour le français. Si ces enfants sont francophones, il n'y a pas vraiment de problème, mais on doit faire le placement test pour dire, OK, on a testé ces enfants, ils peuvent vraiment accéder au curriculum et ils peuvent vraiment pouvoir être dans cette classe facilement. Donc, ça, c'est quelque chose de pas trop nouveau, mais on a la possibilité de le faire. Et je le fais tout le temps pendant l'été pour les élèves au high school, au middle school. Je demande aux profs de l'aide. Les profs sont très sympas. Ils vont faire le placement test pour les enfants sans souci. C'est un test de langue. Donc ici, on avait un élève qui est venu en 4e année. Il est venu de Haïti et ils étaient dans un programme francophone aussi là-bas. Mais bien sûr, on doit savoir s'il est à niveau de rentrer dans notre 4e année ici. On a fait un test de grammaire, on a fait un test de lecture et de compréhension aussi. Juste pour voir l'oral, l'écrit, etc. Et montrer au prof qui est dans cette classe, ça c'est ce que cet élève est capable de faire. Et elle dira oui, c'est bien, non. Mais j'essaye de faire les tests. Parfois c'est trop et les profs aident. Donc ça aide aussi de voir si cet élève pourra continuer dans le programme.
C'est vraiment très impressionnant de voir comment ces jeunes enfants de 6-7 ans apprennent. Ils apprennent la langue, mais vraiment, ils apprennent le programme américain en français. Et il n'y a aucune lacune. Et surtout, ce qui est très impressionnant pour moi en tant qu'institutrice et mère, quand je vois dans le voisinage, ils parlent en français très facilement. Ils ne sont pas du tout... En tant qu'adultes, nous, on aurait un peu de mal à s'exprimer si on n'est pas très à l'aise. Et eux, dès qu'ils entendent quelqu'un qui parle français, si moi, je suis même à Fruit Center, au magasin, et ils m'entendent parler français, ils viennent me voir, ils veulent parler en français, ils veulent savoir pourquoi je parle en français à ma famille. C'est vraiment, ils sont excités de pouvoir parler cette autre langue, et c'est vraiment... Mais quand mes parents viennent de France, il y a toujours des enfants qui viennent leur voir parce qu'ils veulent pouvoir utiliser leur français, et c'est... Ouais. Et Ils sont tellement fiers. Est impressionnant. Ils sont super fiers. Fiers de parler le français, fiers de montrer leur capacité, spécialement dans les restos français. Donc, quand on reçoit ces emails, c'est vraiment fantastique, vraiment. On a évoqué la diversité géographique et culturelle. Mais qu'en est-il des enfants qualifiés de neuroatypiques ou autistes par exemple, et de la prise en charge du handicap? Ce programme est-il véritablement ouvert à toutes et à tous? Oui, on a la possibilité de les accueillir parce qu'on offre les services. En immersion, avant, il y avait comme une mentalité où on n'offre pas ces services pour les classes d'immersion françaises. Maintenant, ça fait 2 ans, on offre les services partout. Mais s'il y a des enfants qui ont un plan, un 504, un IEP, quelque chose de spécifique, ils ont besoin d'un service spécifique, il y a une équipe qui travaille ensemble et puis ils vont recevoir ces services, oui, bien sûr. Que ce soit en français ou en anglais, il n'y a pas de différence. C'est le choix des parents et de la famille de mettre leur enfant dans le programme de français. L'école ne refuse jamais un élève en fonction de leurs besoins, etc. La porte est ouverte à tout le monde. Ouais. Et aussi, les profs de l'immersion ainsi que ceux de l'anglais sont certifiés de la même façon. Ils sont tous des profs certifiés. Et le programme d'immersion français de l'école publique de Milton est aussi bien implanté dans son territoire international que local. Un partenariat très fort existe d'ailleurs avec le Centre culturel français de Boston, qui facilite les examens du DELF, entre autres choses. Les classes se jumellent souvent avec d'autres classes autour du monde, au Canada, en France, en Afrique, afin d'échanger des emails, des courriers, des vidéos et autres nouvelles. Alors que réserve le futur au programme d'immersion français de la Milton Public School ? On préfère avoir plus de classes, mais bien sûr, avant d'augmenter le nombre de classes, il faut avoir le nombre de profs pour pouvoir enseigner ces classes. J'aimerais ne pas avoir de single strand, n'est-ce pas, dans les écoles. On a un single strand, donc une classe qui monte en 2e, en 3e, la même classe. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne mélange pas les enfants. Donc, on veut les mélanger plus. Mais bien sûr, il y a une contrainte de budget aussi. Et parce que c'est une loterie, on ne peut pas vraiment contrôler ce que les parents choisissent. On aimerait bien avoir plus de publicité et de parler un peu plus du programme et ce que ça offre et ne pas trop monter les 2 programmes l'un contre l'autre parce qu'on offre l'anglais avec le STEM et l'espagnol. Parfois, les parents ont cru on ne fait pas le STEM en français. Si, on le fait le STEM, on fait tout ce qu'on doit faire, mais là-bas, il y a quelque chose d'extra comme en français, il y a quelque chose d'extra. Et justement, qu'est-ce que ce programme offre aux élèves à court, moyen et long terme ? Je trouve que ça leur offre une vraie ouverture au monde, juste de savoir qu'on parle différentes langues, on apprécie les différentes cultures. Je pense qu'il y a une certaine neuroplasticité dans leur cerveau qui est là quand ils ont 6 et 7 ans, qui n'est plus là quand ils essayent d'apprendre une autre langue à l'université. Donc c'est vraiment une ouverture et une façon d'aborder l'apprentissage que je pense on ne trouve pas dans d'autres programmes. Commencer le plus tôt possible et leur donner l'envie de découvrir d'autres cultures, de voyager. Personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille bilingue. Ma mère est américaine et mon père est français. Et je sais que justement, d'être immersé dans les 2 langues, dans les cultures, nous a donné envie de voyager, de travailler à l'étranger. Mes frères et sœurs ont voyagé dans beaucoup de pays différents, travaillé dans différents pays différents. Et je pense que ça commence quand on est jeune. Et donc, pour certaines familles dont les 2 parents ne sont pas forcément d'un autre pays, je crois que c'est peut-être leur façon de leur amener le monde à eux au sein de leur école, en fait. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de confiance
ils deviennent vraiment très ouverts et dans leur vie, ils voient que, ok, moi je peux apprendre une autre langue, donc je peux faire autre chose. Donc ça donne de la confiance vraiment. Et là, l'allégeance au drapeau en français, du coup? Ah ouais, on fait Vous faites tous les matins, du coup? tous les matins. On fait en anglais et puis après on fait en français. On en a beaucoup entendu parler. Une des professions très mises à mal avec la pandémie, outre la médecine, c'est celle de l'enseignement. Souvenez-vous d'ailleurs, en 2020, c'est l'année au cours de laquelle Zeyna Hamada a pris ses fonctions en tant que directrice du département des langues du district. Pourtant, cette année, aussi difficile soit-elle, a également apporté son lot de belles surprises autour de l'apprentissage en famille notamment. Une chose que les familles ont partagée avec nous, c'est que depuis la pandémie, en fait, comme il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup de sessions par l'ordinateur, par téléconférence, en fait, toute la famille a été impliquée dans le programme d'immersion, que ce soit les parents qui entendaient le français à côté, qui se sont souvenus de leur français que peut-être eux avaient appris au lycée, voilà, ou des petits frères, petites sœurs qui du coup aussi commençaient à répéter certains mots qu'ils entendaient les autres enfants parler. Donc c'était vraiment un des bénéfices qu'on n'aurait pas forcément suspecté. Quand la pandémie a commencé, c'est vrai qu'on était un peu inquiets. Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce programme qui est immersion totale, complète, quand on est dans l'école? On peut bien contrôler à l'école, mais on a découvert qu'en fait, ça a pu marcher grâce à ces nouveaux outils. On a un très bon programme qui a été créé par une maîtresse qui enseignait dans le programme de Milton, qui s'appelle Martine Murphy, qui a fait un programme multisensoriel. Donc, chaque son qui n'existe pas en anglais, comme le son de « en », par exemple, « a » avec « n », a un visuel et un geste qui va avec pour vraiment pouvoir entendre les différents sons. Et donc, tout ça, et c'est amusant. On voit des familles dans la ville qui viennent nous dire « Ah, moi aussi, je vous reconnais de ces vidéos. Moi aussi, ça m'aide à mieux entendre les sons. » Donc, c'était une chose amusante et positive à voir depuis la pandémie. Alors, français. Qu'est-ce que vous faites? On fait un poème pour le maîtresse. Elle est là. Aujourd'hui, Est-ce qu'il célèbre le Eid, la propre? Ok, asseyez-vous vite. Ok, alors, tout le monde est au chapitre? Oui, alors. Non, qui a dit non? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? On lève la main, ma petite puce. C'est terrible, ouais, il est terrible. Et dans le texte, ils appellent ça le méchant matou. Oui, méchant matou, pas gentil, pas bon. Donc voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Nice to meet you. Ouais, enchantée également. Enchantée. Continuation et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce premier épisode en immersion dans l'école publique bilingue dans la ville de Milton, dans le Massachusetts. Merci encore. Au revoir. Je tiens à adresser un grand merci à Zeyna Hamada, Marianne Lebigot, Emmanuel Segal pour leur accueil et leur bienveillance. J'espère que cette visite vous aura plu, à vous, auditeurs et auditrices, et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. La semaine prochaine, on continue notre immersion dans les écoles bilingues franco-américaines et ce sera direction une école communautaire, l'école française of Greater Boston, EFGB, à Boston. Il me tarde de vous retrouver mardi prochain pour cette nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Quelquefois, s'ils ne répondent pas tout de suite, c'est simplement qu'il faut reposer la question avec d'autres mots. Ah, c'est pareil avec mon mari. D'accord, voilà, c'est ça, c'est la même chose. Moi, il essaye, le mien, il ne veut même pas essayer. Hein. Ah oui, non. Le mien, il n'avait pas le choix. Hein. C'est où tu essayes ou on ne communique pas. Hein.
c'est toi qui vois.